Voilà, on avait identifié 5, et puis en décembre, Jacques Lebovitch, qui avait sa sœur qui travaillait en dermato, avait identifié aussi 2 patients. Donc en fait, sans vraiment chercher, c'était évident que la maladie existait en France, qu'elle était méconnue, parce que personne ne lisait le MWR. Et même s'il y a eu une publication dans le New England Journal of Medicine, qui est un journal beaucoup plus lu en décembre, ça restait quand même relativement, je dirais, discret. Les gens n'ont pas considéré que ça pouvait être un sujet. Donc à l'époque, en fait, je voulais développer l'épidémiologie des maladies transmissibles, et je trouvais que c'était essayer de mettre en place un système de surveillance de ces maladies, parce que le système qu'on avait, c'était la déclaration obligatoire des maladies transmissibles, et c'était très peu performant. Je trouvais que là, c'était un sujet tout à fait intéressant, ou un objet très intéressant pour essayer de mettre en place un système de surveillance qui permettrait à la fois de récolter de l'information, de la traiter et de la diffuser, de faire connaître ce qui se passait, et puis commencer éventuellement des travaux de recherche. Voilà un petit peu l'histoire initiale, en tout cas, parce que tu m'as interrogé sur la mienne. Et puis après, on a créé un groupe de travail. Ce groupe de travail s'est d'abord intéressé à l'épidémiologie, mais en même temps on faisait des recherches sur l'origine. L'origine virale, ça a été très rapidement une origine qu'on a soupçonnée. On travaillait beaucoup à l'époque sur le cytomégalovirus, qui est un virus qui donnait des symptômes très similaires et qui était lui-même responsable de déficit immunitaire, mais transitoire. Et donc, on imaginait qu'il puisse y avoir un rôle, enfin, qu'il pu y avoir une mutation de ce virus qui soit devenu un peu plus, je dirais, agressif. Mais bon, on n'avait pas du tout les outils biologiques qu'on a actuellement, c'est-à-dire pour différencier des souches virales, on n'avait pas la capacité de regarder son génome rapidement, enfin, ça c'était, on n'avait pas du tout les outils d'aujourd'hui. Donc voilà, puis c'est à partir d'août que l'hypothèse d'un rétrovirus a été évoquée dans un journal de vulgarisation médicale par Robert Gallo, donc une équipe américaine, et nous à rechercher des gens qui pouvaient travailler sur les rétrovirus. En novembre, on a eu des résultats plutôt décevants de l'équipe de Gallo qui cherchait un rétrovirus qu'il avait identifié chez l'homme 2 ans auparavant, qu'il appelait HTLV. Et ce rétrovirus-là, il le recherchait chez les malades, et en fait, les résultats qu'il nous a communiqués en novembre 82 étaient assez décevants, puisque seulement 2 patients étaient positifs sur les 30 premiers qu'il avait explorés. Et à l'époque, j'avais une idée assez saugrenue, qui était de dire, mais finalement, il cherche chez les malades, mais peut-être qu'il faut chercher avant. On avait déjà identifié un syndrome, je dirais, qui semblait être initiateur de la maladie grave, qu'on a appelé SIDA à l'époque, qui était l'apparition de ganglions. C'est pour ça que moi je cherchais plutôt dans les ganglions. Le CMV déjà au départ, et puis je dirais après quelques péripéties, on a trouvé l'équipe de Montagnier à Pasteur qui travaillait sur les rétrovirus. Et moi je faisais faire des biopsies ganglionnaires à tous mes patients parce qu'on ne savait pas exactement quelle était la signification de ces ganglions. On pensait qu'il y avait peut-être quelque chose à trouver là, donc on faisait plein d'études dessus. Et puis le premier prélèvement de décembre 83, 4 décembre je crois, du patient qui était programmé pour être prélevé, hein, ça a été assez hasardeux, je dirais, comme processus. Il était de toute façon programmé pour avoir une biopsie, un bout de la biopsie est parti à Pasteur. Et vous savez, je pense tous la suite. Et ça a été le bon. Alors l'hypothèse qui était qu'on trouvait plus dans le ganglion était une hypothèse qui a porté ses fruits puisqu'on l'a trouvé, mais en fait elle est fausse. Hein. Il y a plus de virus après que dans le ganglion, mais bon voilà. Et après, donc, vous connaissez un petit peu la suite. Alors quand même, on peut dire que cette découverte du virus est très importante et qu'elle a eu lieu dans des délais extrêmement rapides. Et c'est le fruit, moi je dirais, s'il faut tirer des enseignements de tout ça, de l'absence de préjugés d'un certain nombre de personnes. C'est curieux de dire ça, hein, en premier,
mais moi je suis sûr que c'est un déterminant majeur. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque, quand je parlais de cette histoire, tout le monde se foutait de moi. Je dirais même, sans en tirer aucune acrimonie, que ça m'a valu d'être viré de l'hôpital dans lequel je me trouvais à l'époque, parce qu'on considérait que l'hôpital n'était pas fait pour la population qui s'y présentait. Non, non, mais j'en fais pas de polémique aujourd'hui, parce que bon, voilà, mais c'est une réalité. Et je dois... Claude Bernard. Oui, de toute façon, l'hôpital Claude Bernard a été détruit depuis, mais même s'il a été... Oui, oui. Non, il se fait que je l'ai connu, donc ça me donne des idées. En 87, oui. Donc, c'était pas si facile, et je dirais que le petit groupe que j'ai, parmi d'autres, donc promu à l'époque, je peux vous dire que les gens qui y ont adhéré l'ont fait parce que justement, ils n'avaient pas de préjugés. Et plein de personnes qu'on pouvait solliciter, je regardais d'un drôle d'air. On regardait vraiment d'un drôle d'air. Je sais que c'est excité, qu'ils s'amusent sur un truc anecdotique qui concerne. Voilà. Et donc ça, c'était pas si évident. Donc, premier élément, absence de préjugés. Deux, dans ce groupe, il y a d'emblée eu des personnes représentantes des personnes touchées. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu des représentants de l'association des médecins gays, immédiatement. Oui, qui ont d'ailleurs créé la première association en France. Oui, il y a eu contre le sida. Enfin, c'était pas l'ANG qui l'a créé, c'était un membre de l'ANG. Oui, 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 absolument. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire ou faire l'analyse du mouvement gay dans la lutte contre le sida, c'est d'autres que moi pourraient le faire, mais ils sont venus avec un pied devant et un pied derrière, il faut le dire. Moi, je ne parle pas la langue de moi, comme vous le savez, n'importe. Il y a eu des allers-retours, je dirais, dans ce... Bon, ils sont venus, mais c'était quand même sur une base, on vient voir, mais c'est pas évident. Mais c'était pas les seuls, il faut dire que moi j'ai invité à l'époque les hémophiles, les transfusés. Les hémophiles ne sont pas venus du tout. Ils sont venus, ils sont repartis. Je ne parle même pas des Haïtiens qu'on a identifiés comme en tout cas dans le premier semestre 1982, les Haïtiens étaient identifiés comme une population touchée par la maladie. Et ça a été extrêmement compliqué. Ils sont venus et puis ils sont repartis. Le phare, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du phare, est venu, et puis il est reparti, puis il est revenu, puis il est reparti, et puis il est... Voilà. C'était compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, le phare, oui, Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc, mais là, c'était... dans notre idée, c'était pas de faire venir ces associations avec une arrière-pensée de démocratie sanitaire ou d'implication des... Franchement, enfin, je le dis comme c'était parce que c'était des populations concernées et qu'on considérait qu'ils pouvaient être source et relais d'information. Oui. Simplement, c'était une conduite pas idéologiquement, je dirais, très construite, mais simplement pragmatique. Je dirais comme ça. Elle a démontré son intérêt et elle a pris du sens, y compris politique après, je pense que vous aurez l'occasion d'en parler. Mais initialement, c'était vraiment très pragmatique comme conduite. Mais ça réclamait une absence de préjugés. Je continue là-dessus. Alors la deuxième chose, c'est que le deuxième élément très important à mon avis, c'est le rassemblement de personnes, y compris associatives, mais pas que, qui avaient des optiques très différentes, des éclairages différents, à la fois au point de vue médical, mais aussi au niveau approche. Et vous voyez ce qu'on a développé ultérieurement autour de ces choses qui se sont passées de manière, je dirais, très
spontanée, parce que ça avait montré les fruits une très bonne productivité. C'est d'emblée, il y avait des gens de santé publique, et certains d'entre vous se souviennent peut-être, on avait même inclus un psychiatre dans notre groupe, qui était Didier Seux. Alors, peu d'entre vous se souviennent de Didier Seux, j'imagine, mais c'était donc un psychiatre qui a été très déterminant initialement. Et là, s'était tué par un patient en 87. Et je pense que l'histoire du sida en France aurait été différente s'il était encore parmi nous. Enfin, il est quelque part parmi nous parce que personnellement, je ne suis pas prêt de l'oublier. Hélas, beaucoup l'histoire l'oublie un peu. Mais il a été déterminant dans ces premières années du fait de son implication, de son énergie, de sa capacité à fédérer les groupes. Je ne sais pas si vous avez connu, mais... Ouais. Bon, enfin voilà. Oui. Donc c'est la multiplicité ou la multidisciplinarité qui a été d'emblée mise en place, à mon avis, qui a été déterminante dans la découverte. Au-delà des compétences particulières de l'un ou de l'autre, moi je dis assez souvent, bon, aujourd'hui on valorise l'équipe de Montagnier pour avoir fait cette découverte, elle l'aurait sans aucun doute pas faite s'il n'y avait pas tous ces gens derrière et toute cette communauté derrière, y compris quand il a fallu... Pardon. Parce que c'est pas parce qu'on a découvert le virus que pour autant cette découverte permettait d'aller au-delà. Il a fallu démontrer que le virus était réellement responsable de la maladie, faire des enquêtes dans les populations touchées, exposées à la maladie, et tester, rechercher le virus, et puis après, quand on a eu un test de dépistage, voir s'il y avait des liens entre la maladie. Et ça, par exemple, on a pu le faire très rapidement grâce à l'association des médecins gays qui avait une population, je dirais, on pouvait le faire. Si on n'avait pas eu ce lien-là, il aurait fallu sans doute plus de temps pour démontrer que le virus était réellement responsable de la maladie. Donc, je dirais que cette découverte, c'est le fruit d'une absence de préjugés des gens qui sont impliqués et d'une collaboration déjà avec une partie de la société civile, d'emblée. Et y compris dans le milieu médical, qui n'était pas commun, et ce qui n'est toujours pas d'ailleurs si souvent, hein, cette multidisciplinarité, ce qui a abouti d'ailleurs à un moment à ce qu'on a appelé la réponse globale. C'est-à-dire, ça n'intéressait pas simplement un aspect un peu technique maladie, mais le patient dans sa globalité. Je pense que c'est aussi à partir de là, de cette multidisciplinarité, qu'on a essayé de construire une réponse un peu plus globale. Mais est-ce que tu veux dire que cet aspect multidisciplinarité, réponse globale, est vraiment une spécificité qui s'est construite autour du sida ou c'est quelque chose qui existe ailleurs? Écoute, elle s'est construite, je ne suis pas sûr qu'elle soit maintenue aujourd'hui. Hein. L'histoire à l'avance, elle recule. Oui, puis c'est vrai. Et je ne suis pas sûr qu'on est sur ces aspects-là, je ne sais pas si le terme est tout à fait approprié, mais capitaliser autant qu'on aurait pu le faire. Mais je veux dire, bon, je pense qu'on est quelque part, les acteurs de tout ça, à quelque place qu'on se trouve, un peu responsables, parce qu'on garde le nez dans le guidon, quelque part. Enfin, moi j'ai l'impression de continuer à le garder, et de ne pas avoir valorisé suffisamment cet enseignement auquel on a participé. Il était très riche, malgré tous les drames qu'on a vécus. Hein.